Alors, merci tout d'abord à la communauté d'agglomération pour son invitation. Je représente aujourd'hui la Société française pour l'étude et la protection des mammifères, une association nationale de protection des mammifères. Et je vais vous parler aujourd'hui notamment des résultats d'un projet de recherche qu'on a mené en partenariat avec le Muséum national pendant 3 ans sur les phénomènes de prédation du chat domestique sur la faune sauvage. Alors, je vais essayer d'être rapide parce qu'il y a énormément de choses à dire, que ce soit sur les impacts, notre protocole, les possibilités d'amélioration, etc. Je vais essayer de suivre ce plan et d'abord de vous présenter dans un premier temps pourquoi le chat est pour nous, écologues, un enjeu de conservation de la biodiversité. Tout d'abord, le chat est l'animal de compagnie préféré des Français, avec plus de 14 millions de spécimens recensés en France. C'est des chiffres qu'on obtient via des enquêtes qui sont menées par les sociétés de production d'aliments pour animaux domestiques. Qu'importe la méthode, ce sont des chiffres relativement fiables qui sont basés sur des méthodes de sondage sur des très gros échantillons. Ces chats, on sait, toujours grâce à ces enquêtes, que plus des 2/3 accèdent à l'extérieur et entretiennent, d'une façon ou d'une autre, des relations avec leur environnement. Donc le chat, animal domestique, certes, mais présent dans la nature et qui va, du coup, avoir un impact sur ses proies, sur son environnement, etc. Via la transmission de pathogènes, de maladies, via des phénomènes d'hybridation avec le chat forestier, le chat sauvage, qui est encore présent dans quelques grands massifs forestiers en France, et également, bien entendu, via les phénomènes de prédation sur la petite faune vertébrée dont on va parler aujourd'hui. En plus de tout ça, on a une sociologie de la possession de l'animal domestique qui est favorable aux chats depuis quelques années, c'est-à-dire qu'en gros, on a de moins en moins de chiens, de plus en plus de chats, ce qui nous met dans une dynamique qui est favorable à ce nouveau prédateur domestique dans les écosystèmes. On va voir ça tout de suite. On a donc une forte présence du chat dans l'environnement, ce qui fait du chat, dans beaucoup d'écosystèmes, le carnivore le plus abondant devant la fouine, la martre, le renard, etc. Et notamment en milieu urbain et périurbain. Toujours pour cette partie introductive, le chat domestique français, l'espèce souche, l'espèce sauvage qui a servi de base à la domestication du chat domestique tel qu'on le connaît aujourd'hui, c'est le chat ganté africain. Je le dis simplement parce que le chat ganté africain a des mœurs et a des caractéristiques écologiques qui diffèrent de notre chat forestier, notamment une forte propension à chasser dans les milieux ouverts. C'est pour ça que le chat domestique tel qu'on le connaît aujourd'hui va beaucoup chasser dans les prairies, les jardins, etc. Une présence en France depuis l'époque romaine, une présence notable depuis le XXe siècle, et des populations de chats en croissance exponentielle depuis à peu près les années 70 en France. Et une démographie des populations de chats et une fécondité qui sont strictement dépendantes de l'homme. On est bien ici sur une menace, s'il en est, d'origine anthropique. Alors, quelques figures pour montrer tout ça. Simplement, c'est ce que je vous disais tout de suite, les courbes de possession des chats et de chiens dans les foyers qui se croisent à partir des années 2000. Les gens préfèrent de plus en plus le chat, parce que le chat est un animal qui est autonome, qui coûte moins cher, etc. Nous, ça se ressent d'un point de vue écologique, hein. C'est pour ça que je cite ces chiffres. Et le nombre de chats par année en millions, on voit cette courbe qui dessine quasiment une exponentielle. On passe en gros de 6 millions de chats déclarés dans les années 70 à plus de 14 millions aujourd'hui selon la dernière enquête. Et on ne parle ici que des chats déclarés par leurs propriétaires. Donc on laisse ici de côté le cas des populations de chats libres, errants, etc. Deux figures pour illustrer. Le chat ganté africain, dont je vous parlais tout à l'heure, l'espèce souche qui a servi à la domestication du chat domestique tel qu'on le connaît, et le chat forestier sauvage européen en dessous. Alors, sachant cela, on a donc voulu, au muséum, en partenariat avec la Société française pour l'étude et la protection des mammifères, travailler sur les phénomènes de prédation. Ce qui nous a paru évident, c'était que les propriétaires de chats étaient les meilleurs observateurs de leurs animaux, et on bénéficie en plus de la forte propension des chats domestiques de compagnie à ramener leur proie au domicile.
ce qui pour l'écologue est un avantage considérable. Ça évite de faire des analyses de fesses, ça évite de faire des contenus stomacaux, etc. Donc on est sur une méthodologie qui permet de faire participer le plus grand nombre et qui nous permet de recueillir beaucoup de données en faisant appel aux gens. Alors, cette nécessité de faire participer les gens, nous, ça nous a paru important depuis le début, pour déjà débuter et commencer à tenir un discours de sensibilisation, de dire aux gens, voilà, le chat est élément des chaînes trophiques aujourd'hui, phénomène de prédation, etc. Pour tester ensuite d'hypothétiques mesures de réduction de la menace, si on doit dire aux gens, dans un second temps, il faut stériliser les chats, etc., ou peut-être leur faire porter une clochette, un collier, on en parlera un petit peu à la fin, autant les investir dès le début, dès la phase d'acquisition des données, pour qu'ils soient partie prenante du projet dès le début. On a aussi voulu un peu prendre le contre-pied de l'idée qu'il voudrait que le chat soit un méchant prédateur et se dire le chat, certes prédateur, certes impacte peut-être sur certaines espèces, mais le chat aussi formidable vecteur de reconnexion à la nature, notamment dans les milieux urbains et périurbains, qui peut permettre aux gens de découvrir certaines espèces et de s'intéresser un petit peu à la faune du jardin. En plus, peut-être de façon plus accessoire, puisque pour l'instant on n'a pas utilisé ces données à ces fins-là, c'est également un moyen intéressant de recueillir des données nouvelles sur un territoire. Le chat étant un observateur beaucoup plus fin que nous de la faune sauvage, de recueillir des données sur de nouvelles espèces. On a découvert par exemple des nouvelles données de muscardins, de musaraignes de Miller, enfin d'espèces relativement rares ou peu détectables, et les chats nous ont permis d'accéder à ces informations-là. J'en viens rapidement aux résultats. Notre outil, il a été lancé en 2015. On l'a fait tourner pendant 2 années avant de le mettre en veille. Et l'association, on va le reprendre à partir de 2019. Bref, sur les environ 30 000 premières données recueillies, ce qui en ressort, alors à l'échelle nationale, hein, là je ne fais pas de zoom particulier sur l'Île-de-France, je parle vraiment France métropolitaine. 200 espèces différentes prédatées par les chats, donc une grosse diversité de proies. On s'y attendait, hein, le chat est un prédateur qui peut à peu près attraper tout ce qui fait un peu moins de 300 grammes et qui passe à proximité. Ça inclut quasiment toutes les espèces d'oiseaux, de reptiles, de micro-mammifères, etc. Ce qui est plus intéressant, c'est qu'en termes de répartition spécifique, les rongeurs indésirables, avec plein de guillemets, bien sûr, donc mulots, campagnols, pas tous, rats sur mulots, ces rongeurs représentent moins de 50% du total des proies. Le reste, ce sont d'autres mammifères, des musaraignes, des gliridés, des écureuils, des oiseaux, des reptiles, etc. Ces proies, ces 30 000 proies, ont pour les 2/3, c'est ce que nous ont dit les propriétaires, ont été laissées intactes. C'est-à-dire que le chat domestique de compagnie, le chat domestique de compagnie chasse, est bien sur un schéma de chasse qui est principalement récréatif, alors que les populations de chats errants ou libres vont chasser comme les prédateurs sauvages pour se nourrir. Les chats domestiques auront cette propension à chasser également à des fins récréatives. Et autre résultat, une prédation, c'est ce qu'on remarque sur les chats qui ont été suivis pendant longtemps, une prédation qui varie très fortement d'un chat à l'autre, de quelques proies par an pour les chats les plus tranquilles à plusieurs centaines de proies par an pour les chats qui étaient les chasseurs les plus efficaces. Là, simplement, j'illustre ce que je viens de vous dire en figure, avec la répartition en haut à gauche par taxon. Excusez-moi. La répartition par taxon mammifères, alors rongeurs indésirables à part, autres mammifères, oiseaux, reptiles, amphibiens et autres. Ensuite, alors là j'ai plutôt mis ça, c'est simplement pour qu'on ait une idée de la façon dont se ventilent les proies au niveau des familles, et pour avoir une idée de cette diversité, j'ai représenté les proies selon les familles, simplement pour voir que les muridés et les chrysatidés, donc les campagnols et les autres rongeurs type rats, mulots, etc., certes représentent une bonne proportion, mais moins de la moitié du volume total de prédation. On est sur une diversité en termes de familles qui est très importante. Et de la même façon, chez les oiseaux, alors j'ai commis une erreur, j'ai laissé une famille de lézards dans la figure, mais qu'importe,
même au sein des oiseaux, on a une diversité de proies avec plein de familles différentes d'oiseaux qui sont représentés. Beaucoup d'oiseaux des jardins, beaucoup d'oiseaux qui se nourrissent au sol, mais pas seulement. Lors de notre étude, on invitait les propriétaires à nous soumettre des photos lorsqu'ils avaient des doutes sur l'identification. Là, c'est simplement un tableau de chasse. C'est ce qu'on récupère souvent, ce que les propriétaires ont la chance ou le malheur de retrouver sur leur tapis le matin. Donc vraiment des espèces très diversifiées, des belettes, des écureuils, des musaraignes, des muscardins dont je parlais tout à l'heure en haut à droite, beaucoup de reptiles également. Là, tel que je vous dessine la chose, si j'extrapole les prélèvements dont je parle à l'échelle nationale sur plusieurs années, on se doute qu'on va concerner plusieurs dizaines de millions, peut-être plusieurs centaines de millions de proies par an. Les Américains ont fait ce genre d'études sur leur territoire, donc un territoire plus vaste avec plus de chats. Ils ont livré des estimations. Alors, c'est pas très lisible, mais simplement, on est, avec ce type d'extrapolation, environ 10 milliards de micro-mammifères consommés annuellement et à peu près 2 à 3 milliards d'oiseaux consommés annuellement. Mais ce qui est important, finalement, c'est pas tant cette somme de prélèvements, qui certes est très impressionnante, si je vous parle de dizaines de milliers d'individus, c'est très impressionnant, mais c'est de passer de cette notion de prélèvement à la question de l'impact sur la dynamique spécifique. Est-ce que 10 ou 20 millions d'oiseaux prélevés par les chats chaque année, est-ce que c'est beaucoup par rapport aux autres causes de mortalité? Et est-ce que c'est à même de porter atteinte aux populations durablement? Ça, c'est une question à laquelle il est beaucoup plus difficile de répondre, qui dépend assurément du contexte géographique, des espèces et de la résilience des espèces, de leur capacité à encaisser, entre guillemets, ces phénomènes de prédation pour constituer leur population. Comme une parenthèse, moi j'ai été, par exemple, beaucoup plus surpris et inquiet, si j'ose dire, du fait que les chats semblaient être des consommateurs assez réguliers de chauves-souris. Si je mène le même type d'extrapolation, j'arrive à plusieurs millions de spécimens prélevés chaque année. Connaissant les dynamiques populationnelles des chauves-souris en France, c'est peut-être un chiffre qui est plus alarmant que les dizaines de millions d'oiseaux ou les centaines de millions de micro-mammifères. Chauve-souris, espèce très longévive, un petit parent, extrêmement sensible, grande difficulté à reconstituer des populations. Donc on voit bien que tous ces chiffres-là, même s'ils sont très impressionnants, ils sont à prendre avec des pincettes. Et on a encore beaucoup de travail sur ces chiffres pour, a fortiori dans les écosystèmes très complexes comme ceux d'Europe occidentale, avec des chaînes trophiques qui sont très diversifiées, avec déjà des prédateurs naturels qui sont présents, avec des proies qui ont appris à coexister avec des prédateurs depuis la nuit des temps, ce qui n'est pas le cas par exemple sur certaines îles ou en Australie. On a une situation qui est beaucoup plus difficile à lire en termes de prédation et d'impact. Dans le cas spécifique des milieux urbains et périurbains, c'est particulier, il y a peut-être un enjeu de conservation supplémentaire, parce qu'on a une quasi-absence d'habitat naturel au sens strict. On a en revanche beaucoup de jardins, de parcs, une mosaïque d'habitats semi-naturels qui constituent des zones de substitution pour beaucoup d'espèces sauvages. Le problème étant que dans ces milieux, on a des chaînes trophiques qui sont déjà un petit peu simplifiées, avec un maillage spécifique qui est beaucoup plus sensible, et on a à la fois une très grande densité de chats domestiques, puisque on est dans des milieux où forcément on a beaucoup de gens, beaucoup de chats. Et on se demande dans ces cas-là, alors on en a la preuve pour certaines espèces, notamment pour le lézard des murailles dans certains secteurs géographiques, mais on se demande dans ces secteurs à enjeu si le chat ne peut pas être véritablement un frein au maintien ou au rétablissement de certaines espèces dans ce type de milieu. Ensuite, pour peut-être passer à des choses un peu plus concrètes, quelles mesures on pourrait, sachant cela, on pourrait proposer aux citoyens pour non pas essayer de penser la faune sauvage à l'exclusion de la faune domestique, c'est pas possible. Le chat est durablement présent, le chat est durablement présent dans nos territoires. On a un enjeu de cohabitation avec la faune sauvage qui va perdurer également. Il ne s'agit pas de penser l'un à l'exclusion de l'autre, mais simplement d'essayer de raisonner en termes de cohabitation, d'harmonie, si j'ose dire, entre les deux. S'il s'agissait de proposer aux gens des dispositifs ou des mesures, on pourrait les classer en deux grands types. D'abord, adopter des pratiques vis-à-vis de l'animal lui-même, la stérilisation, pourquoi pas privilégier dans certains cas, à certaines plages horaires, le maintien de l'animal à l'intérieur.
sensibiliser les gens aux règlements sur la divagation des animaux domestiques, notamment. Et on peut aussi raisonner en termes de dispositifs ciblés, plus précisément, contre les phénomènes de prédation. Ça va être, par exemple, la clochette pour le chat, les collerettes visibles pour réduire la prédation sur les oiseaux, etc. Et on peut raisonner également en termes de conseils plus larges sur l'aménagement des parcs et jardins. J'y reviens rapidement à la fin. Simplement la stérilisation, pour faire un zoom un petit peu sur tout ce que je viens de dire. La stérilisation, elle est clairement à promouvoir auprès des propriétaires. Elle peut également concerner les chats libres et errants, comme c'est déjà le cas dans certaines collectivités qui travaillent en partenariat avec des associations, qui capturent les chats, qui les stérilisent, qui soit les replacent dans le milieu naturel, soit qui essaient de leur trouver des familles d'accueil. L'avantage de la stérilisation, c'est qu'elle restreint le domaine vital. On l'a su en suivant notamment des chats par GPS, et elle évite bien évidemment la reproduction dans le milieu naturel et en plus la constitution de populations sauvages. Quant à la sensibilisation aux réglementations sur la divagation, il est aussi nécessaire de rappeler aux gens que le chat est sous la responsabilité légale de son propriétaire et que le chat, en théorie, si je suis à la lettre, hein, c'est rarement le cas, mais si je suis à la lettre les règlements sur la divagation, le chat est censé être identifié et se trouver dans la limite de sa propriété. Et c'est à la municipalité, à la commune, qu'il revient, en cas de souci, si des citoyens se manifestent pour témoigner de problèmes, que ce soit lié à la biodiversité, que ce soit lié à des nuisances, à des pathogènes, à des bruits, des odeurs, etc. C'est bien à la collectivité qui revient de gérer ces animaux libres et errants, si besoin avec l'aide d'associations, pour assurer leur stérilisation, leur mise en fourrière, leur relâcher, leur placement, qu'importe. Mais en tout cas, c'est un travail qui revient véritablement à la collectivité. Quant aux mesures de réduction de la prédation, très rapidement, il y a des choses qui existent. La clochette, bien évidemment, quand on équipe son chat d'une clochette, on le rend plus facilement détectable aux oreilles de ses proies. La clochette est plutôt efficace chez les micro-mammifères. Les colliers ou les collerettes de couleur, alors là, j'ai un modèle peut-être qui fait bien large et peut-être difficile à porter pour les chats, mais les collerettes de couleur ou les colliers de couleur de manière générale sont relativement efficaces pour la prédation sur les oiseaux qui sont plus sensibles aux signes visuels. On a des colliers ultrasonores aussi qui existent, que le chat peut porter pareil sur son collier, qui sont destinés à faire peur à ses proies avec des efficacités pas certaines concernant ces dispositifs. Et on a des dispositifs qui sont censés éloigner les chats ou les empêcher d'accéder aux zones les plus sensibles. C'est notamment le cas de répulsifs chimiques, de répulsifs électroniques. Là, ce ne sont pas forcément des techniques qui ont vocation à être répandues sur de larges territoires. Simplement pour des particuliers qui veulent protéger ponctuellement une nichée ou un habitat un peu plus sensible, c'est des techniques qui peuvent être mises en place. Les éléments mécaniques, ici le stop-minou, c'est comme ça que ça s'appelle, pour empêcher les chats de grimper aux arbres, pour protéger encore là, typiquement, une nichoire, une mangeoire, etc. Et des répulsifs chimiques et électroniques à base d'ultrasons. Ces répulsifs électroniques sont toujours en phase de test, hein. C'est avec une efficacité discutée et discutable.